Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir à la rencontre Espace Marx, machine à lire, qui se tient maintenant tous les 3 mois. La prochaine fois, ce sera le 4e jeudi du mois de mai avec l'anthropologue scientifique Charlotte Brive autour d'un ouvrage sur les, les antibiotiques et sur le capitalisme financier dans le domaine des médicaments. Et ceci étant dit, bien sûr, l'objet de la rencontre de ce soir n'est pas du tout le même. Nous nous en félicitons, nous nous félicitons de cette diversité. Je parle à la place de, mais pas avec la qualité de Hélène de Ligneris, la propriétaire de la librairie, ou de Pamela, qui elle est la directrice de la librairie, et qui toutes deux s'excusent de ne pouvoir présenter ces rencontres comme elles le font régulièrement dans la mesure de leurs possibilités et de leur liberté par rapport à leur travail et leurs contraintes. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, bien sûr, c'est que nous sommes très heureux d'accueillir Alain Ruscio pour ce petit et grand ouvrage concernant Aragon et la question coloniale. Comment dirais-je, un des aspects de la vie d'Aragon fort peu évoqué dans les très très nombreux travaux écrits sur lui et autour de lui. Mais effectivement, quand on connaît un peu Aragon, je dirais quasiment constamment présent depuis sa période surréaliste jusqu'à la fin de sa vie. Et pour animer la rencontre à côté d'Alain Ruscio, évidemment Marie-France Boireau, qui, comme chacun sait ou devrait savoir, est elle aussi très fine connaisseuse de l'œuvre d'Aragon et de ses rapports à l'histoire, notamment autour de la guerre de 14-18 et de l'ouvrage qu'elle a écrit à ce propos, et des romans d'Aragon, mais bien sûr, ça va tout à fait au-delà. Pour ce qui est d'Alain Ruscio, il a écrit, j'ai envie de dire, des tonnes de bouquins, en tout cas un très grand paquet. Pas payé au kilo. Sinon, tu serais richissime. Tu serais un des Français les plus riches, à coup sûr. Et particulièrement, évidemment, sur les questions coloniales, à travers aussi, évidemment, son énorme travail qu'il a fait comme correspondant de l'humanité sur la guerre d'Indochine, mais après, bien au-delà. Et puis, le très gros bouquin qu'il a sorti il y a maintenant, je ne sais pas, 3 ans sur les communistes et la guerre d'Algérie. Et donc, c'est une excellente occasion, à mon avis, de le retrouver avec ce petit bouquin en volume qui aborde un aspect d'un communiste très, très connu, très, très apprécié, très, très controversé. Et pour commencer, justement, je me propose, j'en profite pour souhaiter un excellent rétablissement à Jean-Pierre Mercam, notre ami qui aurait tout à fait accepté, s'il l'avait pu, de lire ce poème. Donc j'en profite pour lire un des premiers poèmes d'Aragon où la question coloniale est évoquée de façon à la fois extrêmement précise et extrêmement large, quelques semaines avant l'inauguration en 1931 de l'exposition coloniale à Vincennes. Ce qui explique le titre du poème, qui ne porte pas seulement sur cette exposition coloniale, mais où l'exposition coloniale y vient comme un lancinant refrain. Je lis.
Je veux à tout prix créer un service de l'armée pour notre entreprise. On vient d'interdire l'affaire Dreyfus au théâtre de l'Ambigu et l'exposition coloniale. Il pleut sur l'exposition coloniale. Ces messieurs ne trouvent rien d'étrange à leurs paroles. En Allemagne, on a brûlé sur les places publiques un manuel d'histoire l'autre jour, et voilà plusieurs années que je n'arrive pas à me faire à l'idée de cette cérémonie de purification qui a eu lieu sur le tombeau du soldat inconnu, place de l'Étoile, après les troubles sacco-vanzetti, les troubles, expression merveilleuse, comme les armures des chevaliers armoricains, quand Arthur délivrait à chaque pas des reines, chevelure, forêt et vous, allure folle des lutins dansant sur les mares, les troubles. Le monde a besoin de troubles. Regardez comme le monde range sans précipitation ses billets de banque dans son portefeuille au vent frénétique du Moyen-Âge, trouble qui s'élève des profondeurs de poignards de la nuit. Et l'exposition coloniale. Nous sommes toujours au temps des lépreux précédés de cliquettes. Nous sommes toujours au temps de l'hérésie albigeoise. On nous roue encore en grève. Et le vendredi saint, les athées à leur porte doivent griller des harengs pour masquer l'odeur des viandes qui trahit la démonialité poursuivie. Au mur du Louvre sont cloués les cœurs des gentilshommes qui levèrent les yeux vers des majestés dont la bouche était une églantine. On vient d'ouvrir un Paris mutuel urbain. Paris regarde passer les processionnaires, la Ligue, les aveugles avec leurs cannes couleur des roses blanches, les pénitents, les rois fainéants, les Sénégalais, l'automobile du roi du caoutchouc, l'exposition coloniale, l'anneau dans le nez de la religion catholique, les hosties de la défense nationale, fétiche, fétiche. On te brûle si tu fais la nique à des hommes couverts de sabres et dorures, et l'outrage aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions, l'anneau dans le nez de la Troisième République, l'enfantement obligatoire. Il faut des soldats à la patrie. L'exposition coloniale, palme pâle, matin sur les îles heureuses, palme pâle, paume des femmes de couleur, palme, huile, calmier les mers sur les pas d'une corvette, charme des spoliations lointaines dans un décor édénique, de nouvelles Indes pour les insatiabilités d'Indre-et-Loire, de nouvelles Indes pour les perversités du percepteur. Et le missionnaire cultive une notion de canne à sucre, tandis que le nègre gagne, élevé pour la perspective à la dignité ministérielle, administre admirablement massacrés et massacreurs. Mais l'égide du coq tricolore à Venise, Othello, la nuit n'est pas plus noire. Aujourd'hui, malgré les illuminations modernes, les bourreaux chamarrés parlent du ciel inaugural, de la grandeur de la France et des troupeaux d'éléphants, des navires, des pénitentiaires, des pousse-pousse, du riz où chante l'eau des travailleurs au teint d'or, des avantages réservés aux engagés volontaires de l'infanterie de marine, du paysage idéal de la baie d'Along, de la loyauté de l'indigénat chandernagorique. Soleil, soleil d'au-delà des mers, tu angélines, la barbe excrémentielle des gouverneurs, soleil de corail et d'ébène, soleil des esclaves numérotés, soleil de nudité, soleil d'opium, soleil de flagellation, soleil du feu d'artifice en l'honneur de la prise de la Bastille, au-dessus de Cayenne, un 14 juillet. Il pleut à verse sur l'exposition coloniale. Comme vient de le rappeler Vincent Catelier, la relation d'Aragon justement à colonialisme est une question qui est assez peu traitée. Par conséquent, j'aimerais savoir ce qui a été le déclic, en quelque sorte, l'élément déclencheur de ce travail que vous avez fait sur Aragon et la question coloniale. Première question. Merci.
Bien, bonsoir à tous, merci de votre présence. Il se trouve, Vincent l'a rappelé, que ça fait déjà pas mal de dizaines d'années que je travaille sur la question coloniale, avec une première étape, je dirais, en Indochine, puisque j'ai travaillé d'abord sur la guerre française d'Indochine, le colonialisme français en Indochine. Ensuite, j'ai élargi un petit peu mon horizon géographique en évoquant le Maghreb, l'Afrique occidentale française, donc l'Afrique subsaharienne en général, etc., etc. Et donc, j'ai croisé à plusieurs reprises, bien sûr, d'autres intellectuels qui avaient eu des engagements, bon, certains très pro-colonialistes, et je dirais la grande majorité très pro-colonialistes, y compris des sommités de l'époque qui ont aujourd'hui disparu. La quasi-totalité des membres de l'Académie française, par exemple, pendant toute la période de l'apogée coloniale, étaient colonialistes, étaient même très franchement partisans du régime et parfois même à la limite du racisme, parfois, et franchi la limite du racisme. Et puis d'autres qui effectivement ont penché sur ce consensus, et parmi lesquels donc Aragon, mais également Gide, également Mauriac, par exemple, qui est un des grands oubliés, je parle du Mauriac sur la guerre d'Algérie, dont Sartre évidemment, etc. etc. Alors pourquoi précisément Aragon? Ben, je dirais pour deux raisons. D'abord, la première, effectivement, vous l'avez dit, l'historiographie n'a pas beaucoup de mérite, puisque l'historiographie précédemment, sur ce thème précis, par l'historiographie aragonienne, bien sûr, mais sur la relation d'Aragon et de la question coloniale, était très faible, très peu épaisse. Et la deuxième raison, c'est une sorte de, je ne vais pas dire de rage, mais enfin quand même d'ennui très fort de constater combien Aragon était publié. Par exemple, sur la période de la guerre d'Algérie. On finira tout à l'heure par la guerre d'Algérie, on va faire un long parcours dans le trajet d'Aragon. Mais sur la guerre d'Algérie, par exemple, les ouvrages, j'ai beaucoup travaillé sur cette période, les ouvrages sur la guerre d'Algérie évoquent abondamment Sartre, Camus, Mauriac un petit peu moins, Pierre Vidal-Naquet, Madeleine Réberriot, enfin des gens qui sont, la plupart d'entre eux étaient du côté de la protestation anticoloniale. Je dis la plupart, ce n'était pas le cas de Camus, par exemple, mais enfin la plupart. Jules Roy, par exemple, voilà quelqu'un qui est hélas oublié de l'histoire de la littérature. Mais enfin bon, et Aragon. Alors, j'ai regardé l'index d'un colloque consacré aux intellectuels et la guerre d'Algérie, et Aragon n'est pas dans l'index. Il n'est pas cité une fois. Je ne dirais pas le nom de l'auteur, je laisse la charge, d'ailleurs je le gratine dans le livre. Mais donc, j'ai vraiment trouvé ça d'une totale injustice. Et en même temps, Vincent l'a dit, il y a 3 ans, donc maintenant, aux éditions La Découverte, j'ai publié un livre qui, lui, était très épais, 180 pages, je crois, sur les communistes et l'Algérie. Pas seulement la guerre, mais les origines à la guerre d'indépendance. Et donc, pour faire ce travail, bien sûr, j'ai fait le travail habituel d'un historien, j'ai regardé dans les archives, j'ai regardé dans les ouvrages de mémoire, j'ai confronté, j'ai lu abondamment Pierre Jequin, bien sûr, et puis j'ai feuilleté la presse. Et j'ai lu, je dirais page à page, les lettres françaises de l'époque de la guerre d'Algérie. Je trouve absolument insupportable, scandaleux, qu'on ait oublié ce parcours. Parce que les lettres françaises, qui étaient quand même si effectivement c'était par ailleurs un hebdomadaire qui était marqué par l'hégémonie stalinienne encore au sein du PCF à l'époque, mais qui était par ailleurs un hebdomadaire qui était extrêmement actif dans la dénonciation du colonialisme en général et de la guerre d'Algérie particulièrement. Il n'y a pas, je dirais, il ne s'est pas passé 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines sans que l'Algérie ne figure, on va parler du subjonctif, ne figura au sommaire. Et donc, Aragon a été le premier qui a, par exemple, non pas découvert, il n'avait pas besoin d'être découvert, il n'avait pas besoin d'Aragon pour être découvert, mais qui en tout cas a fait connaître au public français Mohamed Dib, Kateb Yassine, c'est-à-dire je dirais peut-être pas les 2 grands noms, parce qu'il y en a bien d'autres, mais en tout cas ces deux grands écrivains algériens qui étaient méconnus du peuple français ont été
portés à bout de bras, d'abord par Aragon, d'abord par les lettres françaises, ensuite, bien sûr, les temps modernes, par exemple, ont ouvert leur colonne, et fort heureusement, Katabiassine, mais voilà, donc le déclic était celui-là. Je me suis dit, ben, bon sang, comme disait l'inspecteur Bourrel, mais bon sang, c'est bien sûr, il faut quand même que, non pas pour réhabiliter, mais pour parler, tout simplement, pour parler de ce parcours. Bien. Alors, justement, vous évoquez la vie d'Aragon et sa prise de conscience de la question coloniale à partir, et là je vous cite, de cheminement et de tâtonnement politique. C'est un peu votre problématique, finalement. Oui, hein. Bon. Au moment où cette question coloniale a préoccupé Aragon, et Vincent Taconnet l'a rappelé tout à l'heure, au moment de la période surréaliste d'Aragon, hein, bien avant, donc, son engagement au Parti communiste. Alors, je voudrais évoquer un épisode qui a eu lieu en 1911. Aragon, à ce moment-là, a 14 ans, puisqu'il est né en 1897, se produit ce que l'on a appelé la crise d'Agadir. Bon, alors vous me direz pourquoi parler de la crise d'Agadir. Bon, eh bien, parce que Aragon l'évoque dans les deux premiers romans du monde réel, à savoir Les Cloches de Bâle, d'une part, et Les Beaux Quartiers, d'autre part. C'est intéressant, justement, de parler de l'importance de cette crise d'Agadir, c'est-à-dire affrontement déjà en 1911 entre l'Allemagne et la France, hein, et on est aux portes en quelque sorte de la guerre, car Aragon n'a que 14 ans. Justement, il a écrit un texte, d'ailleurs, indépendamment des deux romans que je viens de citer, il a écrit un texte qui s'intitule Agadir. C'est intéressant, justement, dans la période actuelle, hein, parce que bien sûr, on pense l'histoire, vous savez bien qu'on pense toujours l'histoire à partir du présent, de se rendre compte comment cet événement a pu marquer un adolescent au sortir un peu de l'enfance, hein, puisqu'il a 14 ans, et ce qui évidemment nous incite à penser comment sont actuellement marqués, entre guillemets, les enfants, les adolescents, je ne parle même pas des Ukrainiens bien entendu, mais des enfants européens et notamment des enfants français, par la guerre qui se passe en Ukraine. Alors, donc vous évoquez cette crise d'Agadir. Est-ce que vous souhaitez, Alain, ajouter quelque chose justement sur cette crise d'Agadir, hein, qui est tant marquée à Aragon? Oui, je peux la décrire très rapidement. Voilà. Comme vous le savez, les différents impérialismes se sont partagés le monde en quelque sorte, puisque pratiquement tous les continents avaient, oui, pas pratiquement tous les continents avaient connu la domination coloniale des uns ou des autres, les Français, les Britanniques, les Belges, les Néerlandais, donc c'était très... Et il se trouve que l'Allemagne, en particulier la Prusse, après la guerre de 1870, avait plutôt privilégié la domination en Europe. Et donc, effectivement, ce qui explique d'ailleurs qu'une partie des classes dirigeantes françaises se soit dirigée plutôt vers l'outre-mer, parce que la puissance allemande, qui était véritablement la puissance montante en Europe, bloquait en quelque sorte les intérêts et les objectifs français en Europe. Donc, volonté d'avoir un empire colonial. Donc, je passe sur la chronologie, mais comme vous le savez, l'Algérie était française depuis 1830, la Tunisie depuis 1881, et il y a eu une lutte très importante entre les différents impérialismes pour la domination du Maroc. Et finalement, l'impérialisme français l'a emporté au prix d'un certain nombre de concessions, au prix d'un certain nombre de compromis et d'alliances. J'allais dire la Sainte Alliance, non, l'entente cordiale, pardon, entre la France et le Royaume-Uni date de 1904. Donc, c'est une période où la France était rapprochée du Royaume-Uni contre justement l'hégémonie allemande. Et donc, il y a eu la conférence d'Algésiras, qui est une sorte de partage du gâteau, 1906, qui a précédé donc l'implantation française et espagnole au Maroc, et l'Allemagne, voyant que cette part du gâteau lui échappait et estimant qu'il lui fallait une place au soleil,
c'était l'expression qui était employée, je crois, par Bismarck lui-même d'ailleurs, une place au soleil, a effectivement voulu contrarier l'implantation française. Donc, 1911, c'est la crise d'Agadir. 1912, c'est le début du protectorat, avec, dans un premier temps, immédiatement, l'UOT. Donc, voilà, les rivalités interimpérialistes, d'ailleurs, on en a parlé au téléphone cette semaine, sont souvent négligées dans les rivalités, disons, à propos de l'outre-mer, les rivalités ultramarines, sont souvent négligées dans la genèse de la Première Guerre mondiale, et alors que le focus est toujours dirigé vers l'Alsace et la Moselle, puisque c'était pas l'Alsace-Lorraine, c'est l'Alsace-Moselle. Et donc, beaucoup d'historiens aujourd'hui encore considèrent que c'était la seule cause du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Et d'un certain point de vue, Aragon, donc c'était en quelle année les cloches de Bâle, 1934, et les Boccardi, 1936. Et donc, dès cette époque-là, effectivement, Aragon avait compris qu'Agadir était un moment clé, et évidemment, est totalement oublié aujourd'hui. Alors justement, ce que vous dites est particulièrement intéressant quand on est littéraire, et je suis de formation d'abord littéraire, même si je m'intéresse à l'histoire, c'est de montrer la fonction heuristique du roman. Parce que finalement, comme vous l'avez dit, pendant très longtemps, les historiens ont considéré que les causes de la Grande Guerre, de la Première Guerre mondiale, c'était la revanche à prendre sur les Allemands, puisqu'ils nous avaient pris l'Alsace et la Lorraine. Bon, en fait, depuis un certain nombre d'années, les travaux des historiens vont dans le sens de ce qu'Aragon a écrit il y a déjà longtemps, et j'en veux pour preuve les rendez-vous de Blois, qui sont le rendez-vous des historiens en 2013. Ils ont pris un peu les devants par rapport au centenaire de la Première Guerre mondiale. Un certain nombre d'historiens, justement, sont intervenus pour démontrer que la question coloniale, finalement, était la cause la plus profonde étant donné la rivalité franco-allemande, justement, dans les colonies que vous venez d'évoquer. On pourrait aussi évoquer l'Afrique, parce qu'il y avait aussi des rivalités en Afrique, et ont été la cause la plus profonde, la plus ancrée. Donc ça, c'est intéressant, finalement, de considérer que le roman, je dis, a une fonction heuristique, c'est-à-dire il dit bien avant, enfin, il ne s'agit pas d'établir la supériorité des romanciers sur les historiens, ce n'est pas du tout ça, mais il permet d'approcher des questions qui seront traitées ensuite par les historiens. Oui, voilà. Alors, et puis, il y a évidemment la guerre du Rif. Alors, cette guerre du Rif, elle est fondamentale dans l'engagement d'Aragon, puisque, je le cite, « Ce qui a fait de moi un communiste, c'est la guerre du peuple marocain contre l'impérialisme français. » Alors, cette guerre du Rif, elle est bien oubliée aussi, mais je crois qu'elle est très importante, puisque donc, effectivement, après la boucherie de 14-18, quelques années après, à nouveau, une guerre où la France intervient en tant que puissance impérialiste. Je vous laisse le soin d'évoquer la guerre du Rif. Historien, c'est bien. Merci beaucoup. Nous sommes historiens, l'un et l'autre. Oui, donc effectivement, la génération d'Aragon, puisque évidemment les choses sont très, très, très liées aux relations également, à l'évolution également de André Breton, de Paul Éluard, toutes ces générations étaient évidemment très, très marquées et cause par la boucherie, ce que vous avez appelé la boucherie, ce que beaucoup d'autres ont appelé la boucherie de 1914-1918, et l'idée que 3 ans après, est-ce qu'en réalité la guerre du Rif commence 4 ans après, 5 ans, 1923, 5 ans après, une nouvelle guerre coloniale commence, dans un premier temps entre l'Espagne qui donc dominait le nord du Maroc, les traités de protectorat de 1912 dominaient le nord du Maroc. Je vous rappelle donc la France était réservée le Maroc utile en quelque sorte. L'Espagne avait le nord du Maroc, dont le Rif, et puis également le sud qu'on appelle le Rio des Léros, qui est aujourd'hui l'objet de controverses entre Algérie et Maroc. Donc,
la révolte d'Abdelkrim commence en 1923 et commence par une défaite retentissante, complètement oubliée aujourd'hui, annuelle de l'armée espagnole. Il y a plusieurs dizaines de milliers de morts dans l'armée espagnole. Et donc, et les guerrilleros, le mot est anachronique, mais enfin, les guerrilleros d'Abdelkrim sont extrêmement actifs. Et à un certain moment, le colonialisme français va venir porter secours au colonialisme espagnol. Et donc, ça va être le basculement de la France dans cette nouvelle guerre. Donc, pour cette génération, qu'il y ait de nouveau une boucherie est absolument insupportable. J'ajoute que c'est une guerre qui a été, et ça les historiens l'ont révélé par la suite, et c'était déjà un petit peu dans l'air du temps à l'époque, c'était pas seulement une guerre de deux armées modernes, donc l'armée française et l'armée espagnole. Entre parenthèses, quand Lyautey est apparu trop mou, le gouvernement du cartel des gauches, parce que la gauche doit également regarder cela en face, c'est le gouvernement des cartels des gauches qui nomme un certain Philippe Pétain. Voilà. C'est Philippe Pétain qui devient le commandant en chef de l'armée française au Maroc et donc va utiliser, l'armée espagnole, la démonstration est faite, va utiliser des armes chimiques. Et je prétends que l'armée française, avec un certain nombre d'arguments que je ne peux pas développer ici, mais si vous voulez, je vous donnerai les références, l'armée française a utilisé des armes chimiques. Et donc, évidemment, pour les contemporains, je vais vite, pour les contemporains, pour cette génération, c'est absolument insupportable. Donc, il va y avoir dans un premier temps une sorte de cri protestataire. Bon, il y a un événement qui est tout à fait drôle, qui est la prise d'assaut, en quelque sorte, de la closerie des Lilas. Donc, ceux qui connaissent un peu Paris, c'est à l'époque un haut lieu de la gastronomie et des mondanités. Et donc, il y a un banquet qui est organisé un petit peu pour aller vite, un banquet patriotard, et Aragon, Max Ernst, Breton, et des mots l'Afrique fantôme, bon, vont partir à l'assaut de la closerie des Lilas. Aragon va crier vive Abdelkrim, d'autres vont crier vive l'Allemagne. Vous imaginez, on est en 23, 24, vive l'Allemagne. Donc, certains d'entre eux, d'ailleurs, vont être retirés des mains de la foule par la police parce qu'ils ne vont pas être lynchés. Donc, ça, je dirais, d'ailleurs, Aragon emploie le terme, il était plutôt anarchiste à l'époque. C'est plutôt une forme de protestation violente, immédiate, coup de poing. Et puis, progressivement, ils vont se tourner vers une force politique qui, à l'époque, est la seule à lutter contre le colonialisme. C'est le Parti communiste français, très jeune, qui est en train de faire ses classes d'internationalisme, avec d'ailleurs des difficultés, une jeunesse qui n'est pas du tout facile. Et certains, je dirais, certains colonisés au sein du PCF vont donner des coups de pied aux fesses à leurs dirigeants. Je pense par exemple à Ho Chi Minh, Gulen qui est lui membre du PCF et qui va dire à ses camarades français, secouez-vous un petit peu parce que les questions coloniales ne sont pas seulement une chose comme ça exotique. Et donc, le PCF va réagir, je dirais enfin, puisqu'on est en 1925, donc avec 5 ans après le congrès de Tours, à enfin prendre une activité anticolonialiste. Et donc, les survivalistes se tournent vers lui. La SFIO est extrêmement, disons, partisane d'une colonisation douce, d'une colonisation démocratique, enfin c'est les termes employés à l'époque. La Ligue des droits de l'homme est totalement en dehors du sujet, donc ils se tournent vers le PCF et se tournent vers la radicalité du PCF à l'époque. Et donc beaucoup d'entre eux, c'est le cas de Breton, c'est le cas d'Éluard, c'est le cas d'Aragon, c'est le cas, je crois, de Pierre-Unis, vont adhérer au PCF. La plupart d'entre eux n'y resteront pas, et Aragon y restera. Il adhère à un PCF qui est à l'époque extrêmement ouvriériste. Voilà. Il sera très mal, au début, assez mal considéré, parce que oui. Qu'est-ce que c'est ce jeune, cet ancien surréaliste, ce jeune bourgeois? On pensait qu'il était un bourgeois, bon, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, au début, effectivement, par ce PC ouvriériste, Aragon a été assez mal reçu. Mais bon, les choses ont évolué par la suite, effectivement, puisqu'il y est resté. Bon, alors évoquons maintenant l'exposition coloniale de 1931, c'est-à-dire
justement la foire impérialiste de Vincennes. Et ce sera la dernière action, d'ailleurs, qui sera menée, comment dirais-je, en même temps par les surréalistes et les communistes. Bon, je vous laisse le soin d'évoquer cette exposition coloniale dont Vincent a déjà évoqué tout à l'heure. Oui, mais enfin, prêtant sa voix à... Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est déjà que ça peut paraître aujourd'hui étonnant au début du XXIe siècle, mais il y avait une énorme adhésion aux valeurs coloniales dans la population française. Il y avait un consensus qui était quasi j'ai parlé tout à l'heure du PCF qui dénonçait, il y avait la mouvance libertaire qui continuait à dénoncer qu'il y avait des traditions depuis avant 14 qui étaient très faibles. Donc c'était à peu près tout, et quelques intellectuels isolés. Mais donc, ce consensus s'est traduit effectivement par 1000 choses. J'ai écrit un certain nombre de livres sur le parti colonial qui avait vraiment réussi la conquête des âmes. Bon, beaucoup ont en tête aujourd'hui, par exemple, Tintin au Congo. C'était un auteur belge sur une colonie belge. Mais vous voyez, l'esprit Tintin au Congo, aujourd'hui, nous révulse. Et même Hergé n'était pas très fier de cette seconde œuvre. Mais c'était ce qui était sous les yeux de nos enfants, la casquette du Père Bugeaud. Les enfants chantaient la casquette du Père Bugeaud. Les adultes chantaient Maton Kiki, Maton Quinoise, etc., etc. Donc, ce consensus s'est cristallisé autour de beaucoup d'expositions coloniales, pas seulement celle de 31, mais la grande exposition coloniale, c'est celle qui est organisée par l'État en 1931 à Vincennes, donc qui commence. Alors le poème c'est Mars à Vincennes, mais elle commence en mai. Bon, donc il est prémonitoire. Voilà, il est prémonitoire une fois de plus. Et donc, qui va se terminer, je crois, en septembre. Il va y avoir 8 millions de spectateurs. 8 millions de Français, à l'époque où il y a à peu près 42-43 millions de Français. Un Français sur 5 visite l'expo coloniale et probablement un Parisien sur 2. Donc, les gens allaient, les instituteurs emmenaient les gosses voir l'exposition coloniale. Je ne dis pas qu'on jetait des cacahuètes au noir, parce que c'est un cliché, mais c'était quand même une façon de présenter nos protégés, nos indigènes. Enfin, c'était plus paternaliste, ouvertement raciste, mais enfin, le paternalisme est une forme de racisme. Donc, bon. Et donc, il va falloir faire une protestation. Cette protestation, elle vient d'abord des rangs communistes, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues écrivent. L'exposition anticoloniale n'est pas une initiative surréaliste. C'est une initiative communiste à laquelle les surréalistes sont associés. À ne pas confondre avec le tract célèbre Ne visitez pas l'exposition coloniale, qui lui est purement surréaliste. Mais l'exposition, elle a lieu la contre-exposition, elle a lieu sur la place qui s'appelle la place du combat, qui est aujourd'hui la place du colonel Fabien, et que moi j'ai connu avant qu'il y ait l'immeuble du colonel Fabien, puisque je suis un enfant du 19e, et je me souviens que je vois encore, il y avait une sorte de butte en terre, c'était vraiment très... les promoteurs ne s'étaient pas encore intéressés à cet endroit. Et donc, c'est une sorte on va pas dire cabane, non, une maison en planche, peut-être par-ci par-là des éléments en dur, mais enfin, une maison. Et donc, les communistes vont utiliser cette maison pour en faire une expo sur 3 étages. Le premier étage, c'est l'énonciation du colonialisme, avec des caricatures de l'assiette au beurre, par exemple, des choses comme ça. Le deuxième étage, c'est une exaltation de l'Union soviétique, c'est dans l'air du temps, donc les réalisations de l'Orient soviétique, la mise en avant du fait, la mise en parallèle entre l'Algérie, où il y a à l'époque 5% d'alphabétisés, et l'Ouzbékistan, où il y a 95% d'alphabétisés. Donc voilà, ce genre de discours. Et le troisième étage, c'est l'exposition d'art nègre, donc c'est l'expression de l'époque, qu'on entend encore aujourd'hui d'ailleurs, et qui est donc une exposition pour montrer la bêtise du mépris colonial, en quelque sorte, pour montrer que les populations non européennes peuvent également, et font également de l'art. Donc, c'est une exposition qui, sur le principe, est très, très belle, qui, dans son esprit, est très belle, est très belle, je veux dire, mais qui ne recueille absolument aucune adhésion populaire, puisqu'il y a 5000 visiteurs. 8 millions d'un côté, 5000 de l'autre. Voilà, tout est dit. C'est vraiment le rapport de force de l'époque.
il y a moins de visiteurs. J'ai cherché les chiffres de diffusion de l'humanité de 1931. Il y a moins de visiteurs à l'expo coloniale que des lecteurs de l'humanité. Pour situer un petit peu la difficulté de l'ancrage de l'anticolonialisme dans la population. Donc Aragon est une des chevilles ouvrières de cette expo. On retrouve son nom dans les archives, donc là il ne l'a pas inventé, on retrouve son nom dans les archives spécifiques Aix-en-Provence, avec d'autres, hein, on retrouve son nom. Et puis, donc l'expo est un fiasco absolu. Et à la suite de cette expo, il va y avoir donc l'affaire Aragon, puisqu'il va y avoir une forte dispute, pour pas dire une engueulade, entre Aragon et Breton. Et donc, ça va être la rupture définitive entre les deux. Alors, puisqu'on parle d'Aragon et de la question coloniale, je souhaiterais qu'on évoque une figure bien oubliée maintenant, une figure féminine, c'est la figure de Nancy Cunard. Nancy Cunard a été très liée à Aragon, ils ont été amants, et Aragon, quand Nancy Cunard l'a quitté, a fait une tentative de suicide extrêmement grave en 1928. Bon, mais ils sont restés, on le sait maintenant, en relation. Hein, tant qu'Elsa était vivante, on faisait peu les choses sur ce plan-là. Mais Nancy Cunard, grande aristocrate, hein, héritière des transatlantiques Cunard, hein, au passage, a publié une anthologie, une égo-anthologie, hein, de la culture noire, justement, c'est-à-dire, justement, au moment, c'est pour ça qu'il faut le mettre en regard de l'exposition coloniale, montrant que les Noirs, hein, parce qu'il s'agit de Noirs, hein, ont une culture. Et donc, elle a fait appel, donc on est en 1931, donc 1931-1932, elle a fait appel, elle avait évidemment un carnet d'adresses extraordinaire, hein, puisqu'elle était cette aristocrate que j'évoquais tout à l'heure. Elle a fait appel non seulement à des écrivains, à des philosophes, à des journalistes, à des peintres, enfin bon, etc. C'est un volume extrêmement important qui vient d'ailleurs d'être édité. Enfin, on a un facsimilé, c'est intéressant d'ailleurs à consulter. Et la traduction française vient d'être faite, vient d'être réalisée. Voilà. Et donc, évidemment, Aragon s'est intéressé à cette anthologie. Et donc, dans cette lutte contre le colonialisme, j'ai souhaité, hein, vous m'en aviez donné la permission, j'ai voulu citer Nancy Cunard. Je ferme la parenthèse. Oui, vous m'avez même très, très amicalement reproché de l'avoir un petit peu oublié. Et donc, effectivement, je regarde ça de plus près, mais je connaissais évidemment et l'aventure amoureuse et intellectuelle entre les deux êtres, et le rôle, bien sûr, des grandes anthologies. Mais c'est vrai que je regarde ça de plus près, peut-être mieux comprendre. Alors, demandez-moi peut-être, à moi de vous poser une question. J'ai l'impression que, j'ai lu ça, que Aragon avait emprunté des statuettes à Nancy Cunard pour la contre-exposition. Oui, exactement. Voilà, on se retrouve. Alors, après avoir évoqué cette exposition coloniale et la contre-exposition coloniale, je pense qu'on peut s'intéresser à l'agression fasciste contre l'Éthiopie. Parce que là, justement, ça révèle quelque chose de très important concernant les mentalités, je dirais, étant donné la façon dont l'extrême droite, enfin l'action française, disons, avec Henri Matisse notamment, considérait les Éthiopiens. Oui. Hein, c'est intéressant. Eh bien, l'agression, les années 30 sont un moment épouvantable pour le monde. C'est le moment d'une extrême montée en puissance de pratiquement toutes les puissances agressives du fascisme ou du nazisme. Bon, je vous rappelle la chronologie rapidement. 1933, l'avènement de Hitler au pouvoir. 1934, le danger fasciste en France. 1935, la guerre d'Éthiopie. 1936, la révolte franquiste en Espagne contre le gouvernement légal. Donc là, il y a véritablement une chose qui va, je pense qu'on va y venir après, qui va expliquer un petit peu le virage et des communistes et d'Aragon sur la question coloniale. En tout cas, 1935, c'est effectivement
un moment très important parce que, d'abord, Mussolini dit à qui veut l'entendre, il n'y a aucune raison que l'Italie n'ait pas également sa part du gâteau. Et donc, bah, quel pays attaquer? Si vous regardez la carte de l'Afrique dans les années 30, bah, il y a plus grand, il y a le Libéria, je crois, et tous les autres pays sont colonisés ou paracolonisés. Et donc, l'Éthiopie reste un État indépendant. Et donc, Mussolini va revendiquer cette Éthiopie, va provoquer la guerre d'Éthiopie, qui est une sorte de revanche, puisque l'Italie, cette fois-ci républicaine, la jeune Italie d'ailleurs, avait été étrillée dans la bataille d'Adwa en 1896, donc c'était une défaite. Je dis toujours qu'il y a quatre grands moments où les peuples de couleur ont vaincu les armées. La première, c'est la bataille de Vertières, c'est la victoire des patriotes haïtiens contre le corps expéditionnaire napoléonien. La deuxième, c'est donc Adwa. La troisième, c'est Anois, j'en ai parlé. Et la quatrième, c'est Dien Bien Phu. Donc, il y a quand même un tir groupé là. Donc, je reviens à Mussolini. Et donc, là aussi, ça nous paraît peut-être aujourd'hui difficilement imaginable, mais une grande partie du monde intellectuel et politique français va soutenir Mussolini au nom tout simplement de la supériorité de la race blanche, de la nécessité de civiliser ces sauvages. C'est le vocabulaire de l'époque, hein, c'est les choses. Et donc, Aragon, avec d'autres, avec Jules Romain, par exemple, qui lui passera à droite par la suite, avec Jules Romain, avec un certain nombre d'autres intellectuels, je n'ai pas la liste en tête, mais elle est dans le livre, vont émettre une protestation, vont organiser d'ailleurs des meetings de protestation et essayer de briser un petit peu ce consensus. Et d'ailleurs, c'est très drôle quand on regarde, quand on compare la liste des pétitionnaires pro-mussoliniens, parce que ouvertement dit comme ça, donc je parle des Français, hein, et des pétitionnaires anti-mussoliniens, la quasi-totalité des premiers sont soit membres de l'Académie des sciences, de l'Académie française, sont des sommités de l'époque, mais aujourd'hui totalement oubliés. Il y a plus grand monde qui dit Henri Bordeaux, excusez-moi, mais je ne pense pas que, ou Henri Massy, bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lisent encore, et moi, en ce qui me concerne, je me console. Par contre, du côté des protestataires, qui à l'époque apparaissent comme des gens un petit peu des agités, des gens de la gauche radicale, ce qui ne sont pas tous d'ailleurs, eh bien là on retrouve effectivement un grand nombre de gens qui eux ont eu un parcours intellectuel et littéraire remarquable. Donc voilà, c'est la préfiguration effectivement en même temps, bon, 35, c'est le moment où les forces antifascistes en France se regroupent devant le danger on rappelle le 6 février 34 quand même, on n'est pas très loin d'une prise du pouvoir par la force de l'extrême droite française, des fascistes, des milices. Et donc c'est le moment où la gauche en finit avec ses divisions, en plus sachant ce qui est arrivé à la gauche allemande. Tout ça, ça bouillonne un petit peu dans l'esprit des gens de la gauche française, et ça va être le début du Front populaire. Voilà, alors on arrive justement au Front populaire, c'est-à-dire ce moment où il y a un changement de stratégie du Parti communiste, hein, dont la stratégie n'est plus classe contre classe, hein, mais stratégie de l'union. Alors, vous rappelez que c'est Maurice Thorez qui a utilisé pour la première fois l'expression Front populaire. Donc, la question est la suivante. Devant la montée justement des fascismes en Europe que vous venez d'évoquer, la question coloniale ne passe-t-elle pas à l'arrière-plan? Voilà. Bien sûr et que ça, oui. c'est important. La question coloniale, dans l'esprit des militants de gauche, et en particulier c'est beaucoup plus marqué dans le cas du Parti communiste, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dirigeants socialistes, ou les dirigeants de la Ligue des droits de l'homme, ou les dirigeants de l'ancienne CGT, puisque la CGT n'est pas encore réunifiée à ce moment-là, n'ont pas beaucoup d'efforts pour être dans une sorte de réformisme prudent. Mais évidemment, pour les communistes, c'est un virage. C'est un virage, c'est-à-dire que l'anticolonialisme flamboyant, militant traverse la première, disons de 25 à 35,
pour aller très vite, va se disparaître sous un discours beaucoup plus qui se veut rassembleur, mais qui oublie au passage, et le mot oubli est dramatique, qui oublie au passage les revendications nationales des peuples colonisés. C'est-à-dire que les communistes considèrent qu'il y a une sorte de nécessité impérative à rester lié à la démocratie française. Donc, tout ça, c'est un discours qui évolue énormément parce que 5 ans plus tôt, aucun manifestant communiste n'aurait brandi le drapeau tricolore dans les manifestations. En 1935-1936, le drapeau tricolore réapparaît. La Marseillaise, c'est Maurice Thorez qui dit qu'il faut réconcilier l'international et la Marseillaise. Donc, aujourd'hui, ça peut paraître patriotard, mais dans les conditions de l'époque, c'est tout faire pour éviter, éviter le fascisme. Et tout faire également pour éviter que les puissances fascistes viennent s'implanter dans les colonies. Il y a une partie de vérité, puisque par exemple, le militarisme japonais voulait jeter son dévolu sur l'Indochine française, ça c'est vrai, mais il y a également une partie de fantasme, il y a également une partie d'attachement, je dirais, c'est peut-être une des maladies historiques du PCF, c'est parfois d'avoir un vocabulaire qui change en fonction de ce que disent les dirigeants, et ensuite d'en rajouter un petit peu, d'en rajouter je cite des textes d'Aragon, qui, je vous le rappelle, prend la direction d'un quotidien du soir qui s'appelle Ce Soir, en 1937. Et en 1937, donc, à l'époque, l'Humanité est le premier tirage de France, et les communistes vont créer un autre journal qui n'est pas officiellement communiste, mais qui est dirigé par Aragon, et par Jean-Richard Bloch, qui sont donc tous les deux des communistes connus, et qui va être en quelque sorte la voie un petit peu, disons, qui se veut plus accessible, pas seulement aux militants, mais plus accessible au grand public. Et donc, c'est Ce Soir. Et les éditoriaux d'Aragon, j'en cite un certain nombre ici, sont des éditoriaux qui parfois franchissent le trait le trait patriotard. Voilà. C'est dit. Alors, après la Seconde Guerre mondiale, vous rappelez qu'après la Seconde Guerre mondiale, malgré les espoirs nés de la résistance, eh bien, la domination coloniale, finalement, demeure. Et l'on assiste à la naissance de l'Union française. Alors, justement, je pense que ça peut être intéressant que vous expliquiez ce que recouvre ce nouveau concept d'Union française, et auquel les communistes adhèrent d'ailleurs. Oui, ça, c'est important de le rappeler. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que la résistance française, je commence par là, la résistance française alors il est hors de question aujourd'hui d'un jugement moral, c'est assez indécent, mais n'a pas pris en compte la dimension de volonté émancipatrice des peuples colonisés. Et donc, si vous regardez par exemple le programme du CNR, les Jours heureux, le programme du CNR ne consacre que 3 lignes à la question coloniale. C'est incroyable. Le programme du CNR doit faire 10, 15 pages, 20 pages, je ne sais plus. Il y a 3 lignes. Amélioration sociale du sort des populations colonisées. Et donc, à la Libération, l'idée que la France nouvelle, puisque c'est l'expression qui est employée, au sein de laquelle les communistes ont une influence considérable. Il faut oublier que les communistes ont à l'époque les suffrages de 27% des Français. Les communistes ont pris la direction de la CGT. Il y a 5 millions d'adhérents à l'époque. Les communistes sont hégémoniques au sein du monde intellectuel. Il y a un article je crois, d'Esprit d'Emmanuel Mounier. Je crois qu'il y a un article d'Emmanuel Mounier qui dit qu'aujourd'hui, les intellectuels français se divisent en trois catégories. Il y a ceux qui sont communistes, ceux qui s'apprêtent à le devenir, et ceux qui ne veulent pas l'être, mais qui ont la volonté d'expliquer pourquoi ils ne veulent pas l'être. Donc, oui, parce que les intellectuels de droite
qui ont été collaborateurs, ben, évidemment, sont discrédités. Donc, la force du Parti communiste et l'idée que le PCF peut peser suffisamment sur la politique française pour améliorer, non pas aller vers l'indépendance des peuples colonisés, mais pour améliorer la situation coloniale et pour faire en sorte, en quelque sorte, que la France démocratique ait un rôle de locomotive, en quelque sorte, et entraîne les peuples colonisés vers une amélioration de la situation. D'où l'expression Union française, qui n'est pas de paternité communiste, mais à laquelle les communistes adhèrent, et qui est une sorte. Alors, je l'avais dit parfois à des anciens militants qui me faisaient un petit peu la tête, c'est un petit peu l'idée de la Russie par rapport à l'Union soviétique. La Russie qui est la locomotive de l'Union soviétique, qui entraîne vers le progrès d'autres peuples, et donc les peuples ouzbeks, kazakhs, etc. Et donc, l'idée communiste, c'est celle-ci. Et c'est une idée qui, aujourd'hui, nous paraît éminemment réformiste et insupportable. Mais c'est l'idée de l'époque qui est basée, encore une fois, sur le fait que c'est en même temps le moment où Maurice Thorez, par exemple, emploie dans une interview célèbre au Times, Maurice Thorez dit nous pourrons aller au socialisme par d'autres voies que les bolcheviks. Et aujourd'hui, ça paraît évident d'entendre ça. Mais à l'époque, c'est nouveau, en 1846, en novembre 46. Donc, si la France a la capacité d'aller vers le socialisme, et donc progressivement, c'est l'époque également où le PCF propose à la SFIO de former un seul parti ouvrier. La SFIO, évidemment, a peur de ce monstre parce que les communistes sont 12 ou 15 fois plus nombreux que les socialistes. Donc, mais c'est l'époque, vous voyez, où les communistes pensent ils sont dans le sens de l'histoire. Et que donc, pourquoi accepter l'indépendance des peuples alors que ces peuples pourraient bénéficier en quelque sorte par ricochet des bienfaits de la démocratie française et du socialisme français. Et on arrive justement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le drame de Sétif que vous évoquez. Le drame de Sétif, ça je l'ai beaucoup plus développé dans mon livre sur les communistes et l'Algérie, c'est un moment où les communistes n'ont absolument rien compris à ce qui s'est passé à Sétif. Sétif, bon, je le rappelle, c'est une insurrection, enfin, c'est pas une insurrection, je reprends le mot. C'est une manifestation pacifique dans un premier temps des nationalistes algériens qui veulent tout simplement brandir le drapeau, non pas de l'Algérie à l'époque, mais du PPA, le parti du peuple algérien, de Messali Hadj. Et donc, ces manifestations sont réprimées dans la violence par la police, par les colons et par l'armée française. Donc, il y a plusieurs milliers de morts. On n'est pas sur des chiffres, en tout cas plusieurs milliers de morts algériens, tués par balles, massacrés, torturés, etc. etc. Et donc, nous sommes donc le 8 mai 45. Et, ça commence le 8 mai 45, les massacres vont durer à peu près 2-3 mois, et ensuite, c'est moins de rire, mais en tout cas, pendant 2-3 mois, c'est le paroxysme. Et donc, les communistes n'ont rien compris à ce qui s'est passé, et donc, ils ont condamné les manifestations et renvoyé en quelque sorte dos à dos les massacreurs et les massacrés. Et donc, ça, c'est un moment d'extrême douleur et d'extrême divorce avec les nationalistes algériens. Alors, pour pondérer un peu ce que je viens de dire, la rectification sera relativement rapide. Dès la fin 45, le ton de la presse communiste change. Alors, je ne me souviens plus si je cite des textes d'Aragon sur cette période, mais parce que Aragon a repris ce soir. Non, c'est pas Aragon, je crois c'est Charles Laroche, peut-être. Charles Laroche. En tout cas, un des journalistes de ce soir, parce que ce soir, on renaît en 45, il va mourir en 53. D'ailleurs, Honoré Guillaume-Serre disait toujours que ce soir a cessé de paraître, je crois, le 1er mars 53, et ça leur a évité de faire un numéro spécial sur la mort de Staline. Ça, c'est... Donc, voilà, enfin, pour aller plus vite, ce soir va reprendre sans distance particulière l'analyse communiste. Donc, encore une fois, c'est une
c'est une parenthèse douloureuse, une parenthèse qui va être refermée, mais malgré tout, les plaies sont toujours, au moment du début de la guerre d'Algérie, les nationalistes algériens, on ne peut pas oublier. Oui, on ne peut pas oublier, effectivement. Alors, vous évoquez une révolte qui est bien oubliée maintenant, c'est la révolte malgache en 1947. Hein, je dis bien oubliée. Là aussi, c'est intéressant de rappeler cela aussi. Ben oui, parce que le gouvernement français qui est issu de la résistance a quand même, on va dire sur la conscience, parce que ce serait un concept moral, en tout cas, a été à la responsabilité des massacres de Sétif, du massacre de Tcharoy en décembre 1944, je crois. Je me rappelle des tirailleurs sénégalais qui s'étaient révoltés et sur lesquels l'armée française, des tirailleurs, des gars qui venaient des tranchées, qui venaient de faire la guerre pour la France, et qui se sont révoltés parce qu'on leur avait pas versé leur solde, et l'armée française a tiré sur eux, plusieurs dizaines de morts. Donc Tcharoy, c'est décembre 1944. La révolte du Constantinople, dont je viens de parler, c'est mai 1945. Le début de la guerre d'Indochine, plusieurs milliers de morts à Haïphong, novembre 1946, et le massacre de Madagascar qui commence en mars 1947. Donc tout ça, c'est la glorieuse République. Entre parenthèses, je dis toujours que tous nos hommes politiques qui nous parlent des valeurs de la République feraient bien quand même de regarder un peu de plus près les massacres de la 3e, 4e et 5e République. On serait peut-être un peu plus modeste. Bon, voilà, donc, alors là, à partir de ce moment-là, le PCF a changé est revenu à une critique anticolonialiste qui va durer jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie, avec des modifications dont on a parlé. En tout cas, la dénonciation de la révolte, enfin, de la répression malgache et de la guerre d'Indochine va être très forte au sein du Parti communiste. Et Aragon va même écrire un livre qui est pratiquement entièrement consacré à la guerre d'Indochine, qui s'appelle Le neveu de Monsieur Duval, qui n'était pas l'œuvre de Verret, je crois. Voilà, donc les engagements anticolonialistes vont renaître de leur cendre, en quelque sorte. Voilà. Et on arrive à la guerre d'Indochine sur laquelle vous avez énormément travaillé. Eh bien, bon, la guerre d'Indochine, pour les communistes français, là, les choses sont très, très limpides. Oui. Le fondateur de la République démocratique du Vietnam s'appelle Ho Chi Minh, et il était présent au congrès de Tours, au congrès fondateur du PCF. Donc, les dirigeants, lorsque Ho Chi Minh vient en France en visite officielle, parce que les choses ne se déclenchent pas immédiatement, il va rencontrer des gens qu'il a côtoyés, il va rencontrer Marcel Cachin, il va rencontrer Duclos, qui n'était pas au congrès de Tours, il va rencontrer Torres, qui n'était pas au congrès de Tours, mais enfin, il y a quand même une sorte d'amitié. Et lorsque le colonialisme déclenche la guerre en novembre 1946, eh bien, tout naturellement, les communistes vont être du côté du Viet Minh, c'est-à-dire de la République démocratique du Vietnam, avec des activités très, très violentes. Il va y avoir vraiment des moments d'affrontement entre les dockers communistes, par exemple, qui vont se battre littéralement physiquement avec les CRS, en certains cas même faire reculer les CRS, c'est leur gloire. On dit de Ridgeway, on n'était pas seulement sur l'Indochine, où les manifestants communistes font reculer les flics et sont contents de dire pour une fois on a moins de blessés qu'eux, quoi. Donc c'est pour montrer un petit peu le climat de l'époque. Et donc là, c'est un combat radical, mais également un combat unitaire, puisque c'est un moment où les communistes vont avoir un travail d'approche d'autres anticolonialistes. Je pense à Sartre. Tout le monde connaît les engagements de Sartre pendant la guerre d'Algérie, mais Sartre a écrit un livre qui s'appelle L'affaire Henri Martin, avec Hervé Bazin, avec Prévert, avec Jean-Marie Denac, avec d'autres encore. Donc, c'est un moment où il va y avoir effectivement des protestations très, très vives. Et l'affaire Henri Martin, qui est celle d'un marin communiste qui avait refusé qui avait dit, pour être plus précis, qui avait fait une activité antimilitariste et anticolonialiste au sein de l'armée. Il était lui-même quartier maître. Il va être pris, il va avoir un procès. Et donc, l'affaire Henri Martin va être certains disent que c'était l'affaire Dreyfus de la 4e République. Et puis, alors, comme le temps passe, j'aimerais justement qu'on évoque maintenant la guerre d'Algérie. Hein. On a déjà évoqué
guerre, le massacre de Sétif, hein, et la guerre d'Algérie. Et vous écrivez, je vous cite, hein, il faut distinguer 3 niveaux de l'intervention aragonienne durant ce conflit. Alors justement, hein, il nous reste, j'accélère pour que vous puissiez justement développer, puis pour qu'il y ait ensuite des questions, oui. Effectivement, ces 3 niveaux que vous évoquez. Alors, le premier niveau, c'est les lettres françaises. Donc, je vais en parler rapidement, donc je ne reviens pas là-dessus, mais en tout cas, c'est quand même très, très important. Vraiment, je vous recommande de regarder. Je ne crois pas que ce soit numérisé, mais en tout cas, si dans l'endroit, il y a des collections papier des lettres françaises, ça vaut vraiment de regarder, parce qu'il y a vraiment des poèmes, des poètes algériens dont je viens de parler, mais également des poètes français qui écrivent des poèmes magnifiques contre la guerre d'Algérie. Donc, premier niveau. Deuxième niveau, c'est celui d'Aragon, membre dirigeant du PCF, puisqu'il est membre du comité central de 1950, membre suppléant en 50, je crois, et membre, c'est le verbiage de l'époque, et membre à part entière à partir de 54. Donc, c'est le début de la guerre d'Algérie. Et donc, Aragon va avoir je pense qu'on pourrait retrouver, enfin, je sais même qu'il y a certains textes qui vont être republiés maintenant, ou qui sont déjà republiés, je ne sais pas. En tout cas, depuis mon bouquin, il y a eu d'autres choses qui ont été publiées. En tout cas, il y a un aspect très intéressant, et moi j'ai beaucoup apprécié ce moment de mes recherches quand je travaillais sur le PCF, c'est que les comités centraux du PCF ont été enregistrés. Et c'est d'ailleurs très émouvant d'écouter les voix donc c'est en archive, hein, c'est aux archives du PCF, d'entendre les voix des intervenants, les contradictions, les disputes, les affirmations, etc. Alors, l'intervention d'Aragon, à ma connaissance, n'a pas été enregistrée, mais par contre, dans les cahiers Aragon, le texte de son intervention en 1958 a été, donc c'est le langage parlé qui est reproduit, et c'est très intéressant parce que Aragon est dans ce cas très précis, très différent du langage un petit peu habituel, stéréotypé, qui est souvent dans le discours communiste de l'époque, sur le thème, il parle par exemple de la critique de gauche. Bon, il y avait une critique de gauche contre le PCF à ce moment-là. Il cite un livre de Olivier Todd, il cite un livre le deuxième, enfin il cite deux livres de gens qui critiquent assez fortement le PCF en disant le PCF n'en fait pas assez contre la guerre d'Alger. Et au lieu de susciter les rires ou la protestation de ses camarades, il leur dit écoutez ce qu'ils nous disent quand même. Écoutez ce qu'ils nous disent, parce que si moi on ne m'avait pas écouté quand j'étais un jeune anarchiste, eh ben, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui. Et donc, alors ceci dit, Olivier Todd a eu une évolution qui n'était pas exactement celle d'Aragon. Mais bon, pour la petite histoire, Olivier Todd m'avait naguère écharpé dans un article de l'Express. Et un jour qu'on était ensemble à France Culture, on devait faire une émission de radio ensemble sur le Vietnam. Et en arrivant dans le studio, avant je lui ai tendu la main, il n'a pas voulu me serrer la main. Pour vous situer un petit peu donc j'ai pas beaucoup de. Je ne parle pas d'Emmanuel, je parle d'Olivier. Oui, oui. Bon, bref, je veux faire la parenthèse. Donc, Aragon dit ça, et Aragon est vraiment le contraire du sectaire. Et je dirais que ça lui a parfois joué des tours. Et par exemple, je reviens par exemple à une affaire dont on n'a pas parlé parce que c'est pas la pollinisation, mais c'est l'histoire du portrait de Staline. Justement, j'allais non, enfin, justement, vous en parlez. On ne peut pas l'éviter. Bon, le portrait de Staline, je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié, quand Staline meurt, Aragon est directeur des lettres françaises. Et Aragon demande à Picasso, qui lui aussi est communiste, de faire un portrait de Staline. Picasso lui envoie. Il n'y avait pas de téléx à l'époque, je ne sais pas comment il l'a envoyé. En tout cas, il lui envoie. Et le portrait de Staline paraît en première page des lettres françaises. Et ça provoque un véritable scandale parce que Picasso a dessiné un Staline jeune, souriant, alors que c'est voilà. Donc, il va y avoir ce scandale.
et la direction du PCF va demander à Aragon une autocritique. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça se passe à l'époque où Maurice Thorez est absent. Voilà. Et la direction du PCF, à l'époque, est tenue essentiellement par 3 hommes, Auguste Lecoeur, François Billoux et Jacques Duclos. Et c'est ce trio qui va, peut-être, je dirais pas vouloir avoir la peau d'Aragon, Si. bah, en tout cas, qui veulent le faire plier. Si. Le faire plier. Donc, il allait très loin quand même. Bah, oui, puisque Pierre Dex raconte que Guillaume a mis. Bon, Aragon, il avait déjà le moulin à l'époque, en 53. Non, il était dans le bout de Varennes, je pense. Enfin, Aragon ne venait plus au siège de l'Étoile française, c'est Biot qui s'installe dans le fauteuil d'Aragon et qui dicte un petit peu le nouvel éditorial d'excuse en quelque sorte d'autocritique. Et moi, je prétends que le fameux poème d'Aragon, Il revient, concernant Maurice Thorez, c'est une façon de dire, excusez-moi de l'expression, c'est un petit peu faire un bras d'honneur au trio infernal qui avait fait des misères, parce qu'il sait que Thorez, d'ailleurs, avait critiqué l'attitude de Lecoeur du Billoux, c'est que Thorez va être en quelque sorte son protecteur. Et, à l'époque, être protégé de Thorez, ça permet de toutes les audaces. Et donc, à partir de ce moment-là, quand Thorez revient, les choses se remettent en place. Mais ça a été une blessure. Oui, parce qu'il était quand même menacé d'exclusion. Et Elsa Triolet, a porté témoignage justement de cette brisure, enfin de cette blessure d'Aragon, menacé d'exclusion, bon, étant donné l'importance de cette famille communiste qui remplaçait la famille qu'il n'avait pas vue. Bon, c'est quelque chose de très, très important, là. Enfin, avec qu'il a écrit « Il n'y a pas d'amour heureux ». Je sais ça. Donc, il n'y a pas d'amour politique heureux non plus. Donc, il faudrait en discuter. Hein. Bon, enfin voilà, donc c'est un moment, je reviens à la guerre d'Algérie. Donc la guerre d'Algérie, donc ça c'est le deuxième Aragon, et puis le troisième Aragon, mais là je ne suis pas du tout historien de la littérature, c'est le Fou d'Elsa. Voilà. Alors le Fou d'Elsa, c'est le grand œuvre d'Aragon, en tout cas pour cette période. Pour cette période, oui. Parce que bon, enfin, on contrôle, parce qu'il y a tellement de grands œuvres que... en tout cas, le Fou d'Elsa, c'est une exaltation de la culture musulmane. Alors, si, j'avais quand même prévu quand même de vous dire quelque chose sur la fascination d'Aragon. Donc, au moment de la genèse du Fou d'Elsa, il va se plonger. Alors, il dit lui-même, dans le texte que je vais vous lire, qu'il connaissait très peu, comme beaucoup de Français, la culture musulmane. Pas vrai aujourd'hui, mais je pense que les années 50, c'est encore plus vrai. Et il dit, je vais me plonger. Et tous les témoins disent, et je cite Jacques Berck, par exemple, il assistait au séminaire de Berck, il connaissait Louis Massignon, et donc il était, son secrétaire était Charles Laroche, qui était né au Maroc et qui était arabisant. Donc, et Aragon va dévorer pendant une année ou deux, je crois que les premières moutures, enfin les premières pages, c'est 56, je crois. Et donc la publication, c'est en 63. Donc pendant les 5 années d'écriture du Fou d'Elsa, il va lire pratiquement toute la bibliothèque orientaliste, y compris il va surprendre des gens comme Lévi Provençal, qui est aujourd'hui à l'époque un grand orientaliste, et il va les surprendre par ses connaissances étincelantes, quoi. Donc je vous lis. Donc Aragon écrit lorsqu'on l'interroge sur la genèse d'Elsa, j'ai subi une sorte de fascination de ce pays, de ces gens, de leurs mœurs, de leur philosophie, de leur religion même, tout ce qui était les éléments de leur civilisation. La guerre d'Algérie, il ne suffisait pas pour comprendre ces hommes et leur acharnement à ne pas devenir des Français à part entière, ou pas entière, de quelques généralités sur 100 ans de colonisation. Il ne suffisait pas de quelques généralités. En tout cas, s'en tenir là, c'était s'en tenir à un schéma. C'est sans doute par les événements d'Afrique du Nord que j'ai compris mes ignorances, un manque de culture qui ne m'était d'ailleurs pas propre. Donc voilà, c'est le moment où Aragon va vraiment
réhabiliter, est-ce que la culture musulmane en a besoin, en tout cas, faire connaître, tenter de faire connaître aux gens qui n'ont pas l'esprit fermé cette culture musulmane phénoménale du moment de la chute de Grenade. Voilà. Alors, justement, il reste donc quelques minutes, un quart d'heure, pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Moi, j'ai une question. L'engagement initial d'Aragon contre le colonialisme, là, manifestement, il y a eu un choc émotionnel, mais c'est fondé, c'est quoi? C'est de l'humanisme, c'est simplement de la révolte, ou c'est déjà idéologisé? En tout cas Aragon, lorsqu'il devient communiste en 27, début 27, et lorsqu'il participe aux luttes contre la guerre d'Algérie, n'a pas de culture livresque marxiste, communiste très développée. Je crois que ça viendra après, c'est notre contrôle, mais je crois que ça viendra après. Donc c'est vraiment un engagement, je dirais, plus de rage contre la boucherie, la nouvelle boucherie comment nos dirigeants hostiles recommencer une guerre alors qu'on se promène dans les rues. D'ailleurs, c'est Aurélien qui le dit quand il croise des gens. Donc Aurélien, je crois que c'est Aragon. Enfin, sans doute, enfin oui, en partie. En partie, en tout cas, lorsqu'il croise ses contemporains dans les rues et qu'il voit des éclopés, qu'il voit des gueules cassées, et donc c'est ça que les Français moyens ont sous les yeux tous les jours en se promenant dans les rues de Paris. Rappelez-vous Au revoir là-haut, c'est un petit peu c'est un petit peu dans le même. Et donc Aragon dit c'est inimaginable d'accepter que nos dirigeants envoient de nouveau des soldats mourir et des Marocains mourir. Et donc c'est plus un engagement de rage et d'irritation. Et puis de lutte contre les politicards, parce que les portraits de politicards dans le monde réel fourmillent. Donc, je crois que ce n'est pas encore idéologique. Et d'ailleurs, les dirigeants sectaires du PCF des années 27, 28, 30 lui reprocheront. Il n'a pas encore de formation, ça viendra après. Et ensuite, il deviendra un lecteur assidu de. Je ne sais pas s'il avait lu le Capital, par contre, il n'y a pas beaucoup de communistes qui l'ont lu. Mais au départ, je pense qu'effectivement, c'est une révolte un peu générationnelle. C'est Agadir, etc. Bon, mais ensuite, quand on lit les cloches de Bâle, et quand on lit les beaux quartiers, mais surtout les cloches de Bâle, là, je crois qu'il y a, là aussi, Aragon a énormément, évidemment, travaillé pour montrer ce qui se passait au Maroc, comment il y a des intérêts. Il y a un personnage dans les cloches de Bâle qui a des intérêts financiers extrêmement importants au Maroc, et que là, on est très exactement dans une exploitation de type impérialiste. Et je crois que là, c'est véritablement une prise de position politique. Hein. Idem pour dans les beaux quartiers, tu vois. Oui, bien sûr, je sais. Ah oui, non. C'est 10 ans plus tard, quand même. En 10 ans, il a eu le temps de dire beaucoup de choses, surtout avec sa capacité. C'est-à-dire que Elsa en témoigne. Quand Aragon se saisit d'un sujet, il ne mange plus, il ne lave plus. Non, mais c'est extraordinaire. Hein. Oui, Vincent, tu pourrais le confirmer. Oui, j'étais pas là. Non, mais tu n'étais pas là, d'accord. Mais... non, mais je veux dire que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, elle-même, une lettre très célèbre a été publiée, dont on parlait l'autre jour au téléphone, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Elsa se sent un peu quand même négligé, voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve ça extrêmement fascinant, en fait, hein, c'est-à-dire d'être tellement saisi par son sujet. Hein, c'est vrai pour, bien sûr, de façon maximale pour le fou d'Elsa, mais même avant, parce que les informations qu'il donne concernant les intérêts français au Maroc, les grandes compagnies, etc., c'est très, très documenté. On peut vérifier ça. Enfin, moi, je l'ai vérifié justement pour mes travaux auprès d'historiens qui ont travaillé sur cette période. C'est assez extraordinaire. Hein. C'est vraiment très, très intéressant, cette façon d'être saisi par un sujet, hein, et de ne faire que ça.
il ne mangeait plus, c'est Elsa qui le dit, il ne mangeait plus, il ne se lavait plus. Hein. Il y a idem pour la Semaine Sainte d'ailleurs. Hein. Alors là, tu voulais en parler. Là, je peux témoigner. Quand Aragon est venu, bon, eh bien, je pense que c'était à l'occasion de la signature des œuvres romanesques croisées, etc. Enfin, de toute façon, il y avait une initiative avec la ville de Saint-Étienne de Rouvray, Roland Leroy, etc., etc. Et donc, à cette occasion, il est resté quelques jours et il va, avec un groupe d'amateurs, un groupe de communistes, visiter le musée. Alors, c'est pas très colonial, ce que je peux dire là, mais il va visiter le musée des Beaux-Arts de Rouen, où se trouvent la plupart des œuvres de Géricault. Voilà. Et j'ai entendu la responsable du musée, la conservatrice, Olga Popovitch, dire devant tout le monde, il connaît mieux Géricault que moi. Il quand même était assez impressionnant, quoi. Et effectivement, il a fait pour Géricault ce qu'il a fait après pour la civilisation musulmane, et pour la Semaine Sainte, même chose. Il a étudié à fond l'état des routes pour les déplacements. Les détails, non, mais dans le détail, c'est extraordinaire. Comme il a fait pour les communistes, pour le roman Les communistes. à propos de la débâcle française. Effectivement, quand il s'emparait d'un sujet, il s'en emparait à fond. Et on peut le dire, dans le domaine de la poésie, c'est absolument époustouflant, particulièrement dans le Fou d'Elsa, parce qu'il manie de façon incroyable la métrique, les types de strophes, le mélange de la prose et de la poésie. Et le vocabulaire arabe. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais justement, quand on travaille sur la genèse des romans, hein, comment un romancier se saisit d'un sujet, c'est fascinant. On parle souvent de Flaubert, hein, souvent enfermé à croisser son gueuloir, bon, etc., etc. Mais effectivement, là aussi, je crois qu'il y a une démarche, ce serait intéressant d'ailleurs de travailler très précisément sur ça, sur ces genèses, cet enfermement qui est une ouverture aussi, bien entendu. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur? Non. Ah non, je croyais que vous aviez l'œil qui s'y... Je suis content de vous entendre. Je pensais que vous aviez l'œil qui s'animait. J'ai appris plein de choses ce soir, j'ai pour découvrir, j'ai bien découvert. Aussi, j'ai découvert, ça m'a rappelé un souvenir de voyage que j'ai fait à Madagascar. Je suis passé dans un petit village, une question, il y avait un Français qui m'a dit, mais vous savez, ici, il y a eu un oratoire sur l'âme commis par des militaires français. Oui, bien sûr, bien sûr. Et moi, je suis très fier, très heureux justement de découvrir qu'on reparle un peu de Madagascar et de ce qui s'est passé là-bas, parce que c'est malheureusement mon père fait partie de ces Français. Lui, il était dans la musique militaire, donc il a certainement moins commis, mais il était. Et ce qui est sûr, c'est qu'il en est revenu brisé. Aussi brisé certainement que de nombreux soldats revenus de la guerre d'Algérie. Et il s'en est pas remis d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour ça que je m'intéresse, je redécouvre progressivement des choses qui ne peuvent donc pas expliquer ce qui est arrivé, mais comprendre un petit peu mieux la démarche, ce qui a pu se passer à ce moment-là. Puis je voulais aussi rendre hommage à quelqu'un que tu as peut-être rencontré ou croisé, c'est Stanek Adjires, qui vient de mourir et qui était un grand dirigeant algérien. Et justement, on avait invité ici à Bordeaux pour essayer de mieux comprendre justement le fameux divorce dont tu parlais entre les communistes français et le Parti communiste algérien. Parce que contradictoirement, ça a été les communistes ont été les premiers à donner, entre guillemets, une certaine indépendance politique. Oui, bien sûr. En leur permettant de créer leur propre parti. Bien sûr. Dans la schéma, bien sûr. Bon, en fait, c'est anecdotique. Et pour revenir à ce que vous disiez, Madame Sororadour,
tout le monde connaît, hélas, ce qu'on a appelé pendant la guerre d'Algérie les crevettes Bijar. Vous vous souvenez, les crevettes Bijar, c'était des patriotes algériens qui soit avaient parlé, soit n'avaient pas parlé, qui étaient déjà dans un état d'après une torture, qui étaient projetés, jetés d'hélicoptères sur le sol ou dans la mer. Et d'ailleurs, quand quelques-uns rarement réussissaient à s'en sortir, la génération d'après, on leur mettait les pieds dans un bassin de ciment pour être sûr qu'ils meurent. Donc, ça, c'est Bijar qui a failli être aux Invalides, je vous signale quand même. Hein, c'est sous Sarkozy, c'est quand même pas rien. Bref, mais à Madagascar, la pratique avait déjà existé. On projetait, on jetait au-dessus des villages des résistants qui avaient été arrêtés pour d'abord les tuer, bien sûr, mais également pour affoler, pour terroriser les populations. Donc, lorsqu'un corps arrivait au milieu d'un village, imaginez. Oui, il y a eu des oratours sur glande dans la colonisation française en général. Moi, je travaille en ce moment sur la conquête de l'Algérie, parce que j'aime bien voyager. La conquête de l'Algérie, il faut savoir qu'il y a eu plus de morts dans les 2 premières décennies de la présence algérienne, de la présence française en Algérie, c'est-à-dire de 1830 au début du Second Empire, par exemple, 20 ans, 22 ans. Il y a eu plus de morts en proportion que pendant la Première Guerre mondiale, les soldats français. Il y a eu de l'ordre de 12 à 15% de la population algérienne qui est morte de la conquête, soit des exactions, soit de famine, soit du choléra qui n'existait pas en Algérie avant l'arrivée des colons. Voilà, toutes ces choses-là, aujourd'hui, il faut les rappeler sans faire preuve de... Enfin, moi, aucun historien sérieux ne me demande la repentance, mais au moins qu'on demande que la France ouvre les yeux sur ces crimes coloniaux. D'autres questions? Bon, eh bien, écoutez, on va vous souhaiter une bonne soirée et merci d'avoir été là. Merci. Merci à vous. Le livre est à, je sais que si vous souhaitez procurer ce livre, il est à la sortie et vous pourrez vous présenter dans les dédicaces. C'est bon? Dis donc.